je vais pas mentir, il m'est arrivé des fois de confondre mon mental avec mon intuition. Mais ça a été par des vraies expériences où j'ai pu me rendre compte que c'était mon mental. Et après, j'ai pu questionner mon guide en disant pourquoi j'ai pris cette voie mentale pour une voie intuitive. Et j'ai compris. J'ai entendu des bruits, j'ai cru que mon chat était mort. Et donc j'ai demandé au guide, est-ce que mon chat est mort? Et j'ai entendu, oui, on est vraiment désolé, il est décédé. Donc j'ai annoncé à toute ma famille, je suis vraiment désolée, le chat est mort. Et en fait, le chat est revenu 1 heure après, il était parfaitement en vie. Et donc là, j'ai questionné mon guide en fait en me disant, mais pourquoi vous m'avez dit, et il m'a dit, c'est pas moi qui t'ai dit, c'est toi-même. Tu as fait une association du son que tu as entendu dans la rue avec un crissement de pneus et un miaulement, et tu as fait une conclusion que c'était ton chat. Et quand il n'est pas revenu le matin, tu as associé les 2 événements et on pouvait rien faire en fait. Mais il a fallu que j'en fasse l'expérience pour me dire, ah ok, d'accord, ça se passe comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview, celle d'une médium que je connais particulièrement bien puisque je collabore avec elle depuis 3 ans maintenant lors de mes séances d'hypnose transpersonnelle. Cette médium, c'est Virginie Leparquier et mon ambition à travers cet entretien, c'est de questionner Virginie sur l'évolution de sa médiumnité depuis qu'elle l'a découvert il y a seulement quelques années, mais aussi de vous présenter comment elle accompagne les personnes à travailler à développer leur connexion au monde invisible. Je remercie Virginie pour ce partage tout en douceur et merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors bonjour Virginie et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre deux mondes. Je suis ravi de te recevoir à nouveau dans ce podcast, même si on travaille ensemble régulièrement, donc on se voit souvent. Mais dans cet exercice du podcast, c'est la 2e fois que je te reçois. Et Virginie, cette interview, elle est pour moi l'occasion de faire un petit peu un bilan sur l'évolution de ta médiumnité. En clair, pour moi, l'un des objectifs de cet entretien, c'est de permettre aux personnes de comprendre mais comment une médiumnité peut évoluer dans le temps quand on la pratique, comme toi professionnellement. Donc, est-ce que pour commencer, tu peux nous parler de comment était ta médiumnité quand tu as commencé tout juste à t'installer en tant que médium? Oui. Au tout début, dans cette médiumnité, c'était très court, on va dire, en longueur déjà. C'est-à-dire que je pouvais pas tenir un contact très longtemps. Et puis les informations étaient très abruptes. C'était des mots, il y avait un petit manque de cohérence. Donc au tout début, c'est le balbutiement en fait de la médiumnité. D'accord. Tu percevais de la même manière qu'aujourd'hui ou tes clairs, pour le dire autrement, étaient différents d'aujourd'hui? Je dirais complètement différent. Au début, je me concentrais vraiment sur ce que je pouvais entendre. J'essayais je me focalisais en fait sur un clair. On va dire peut-être la clairaudience. Et maintenant, c'est comme si tous les clairs se sont ouverts et communiquent entre eux en fait. C'est-à-dire que j'ai le son, j'ai l'image, j'ai le ressenti, l'odeur, pourquoi pas. Un petit peu tout s'est assemblé, donc c'est beaucoup plus clair maintenant un contact médiumnique. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait concrètement que tu en es arrivé aujourd'hui à ce stade-là? Est-ce que ça fonctionnait par palier ou est-ce que ça a été très progressif? Comment ça a fonctionné? Je dirais par palier. Le premier déjà c'est en pratiquant. Le fait de faire beaucoup plus de contacts médiumniques m'a entraîné dans cet exercice. Le fait d'avoir des réponses en face, on me disait oui c'est ça, ça me parle, c'est bien lui, c'est bien elle, ça conforte, en fait c'est la confiance. Et il y a une deuxième chose qui est en parallèle, c'est aussi l'alignement de ma vie privée. C'est-à-dire que quand on vibre au bon endroit, avec les bonnes personnes autour de nous, le bon lieu énergétique, ça fait aussi un pic de ce côté-là. J'ai vraiment remarqué la relation entre ma vie privée et les vibrations, en fait, ma fréquence qui a augmenté, qui m'a permis de mieux capter. D'accord, quand tu dis alignement avec ta vie privée, ça veut dire que c'est ton épanouissement familial, relationnel, etc. Oui. C'est ça? C'est ça. Si on met des mots sur des mots, ça a été quitter mon emploi, déménager, refaire une vie quelque part, et puis finalement un changement familial avec une séparation, une re-rencontre. Ma vie entière en fait a complètement été retournée. Ah oui, d'accord.
Euh, Tu disais que donc les contacts étaient plus complets, plus fluides aujourd'hui. Oui. Euh, Est-ce qu'il en est de même de tes liens avec ton guide? J'entends par là, est-ce que c'est beaucoup plus facile pour toi aujourd'hui de discuter ou d'obtenir des informations de tes guides? Oui, c'est beaucoup plus clair. Je remarque qu'au début, il fallait peut-être un peu de temps à partir du moment où je faisais une demande. J'attendais sous forme de signes ou de synchronicité, ou il y avait un laps de temps. Et maintenant, il y a presque une discussion instantanée qui est pas tout le temps, c'est pas automatique. Il y a des fois où je sens bien qu'il va pas me répondre et je vais devoir chercher par moi-même. Mais c'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus fluide. D'accord. Et tu disais qu'il y a du coup, il y a des questions que tu lui poses où tu sais qu'il va pas te répondre. C'est quoi ces questions? Quand est-ce que je vais voir avec mes yeux à l'extérieur? Comment je peux faire pour voir avec mes yeux? Comment je peux faire pour avoir vraiment la vision extérieure, la clairvoyance mais extérieure? Eh oui, d'accord. Donc pour résumer, aujourd'hui, après 4 ans, c'est ça, de médiumnité, tu as la clairaudience, Oui. interne, externe aussi? Non, externe c'est encore très léger, ça va être de Très temps en léger. temps. Donc par contre, en interne, Oui. tu arrives à dissocier ce qui est de l'ordre de ta voix mentale Oui. et donc de la voix soit des défunts, soit de guides, c'est ça? Oui. Et alors comment tu fais pour dissocier? Comment tu sais que là c'est ton guide ou là c'est un défunt et que c'est pas de ton mental? Alors déjà en faisant l'expérience. Alors je vais pas mentir, il m'est arrivé des fois de confondre mon mental avec mon intuition. Mais ça a été par des vraies expériences où j'ai pu me rendre compte que c'était mon mental. Et après j'ai pu questionner mon guide en disant pourquoi j'ai pris cette voie mentale pour une voie intuitive. Et j'ai compris. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était un exemple concret en fait. J'ai eu j'ai entendu des bruits, j'ai cru que mon chat était mort. Et donc j'ai demandé au guide, est-ce que mon chat est mort? Et j'ai entendu, oui, on est vraiment désolé, il est décédé. Donc j'ai annoncé à toute ma famille, je suis vraiment désolée, le chat est mort. Et en fait, le chat est revenu 1 heure après, il était parfaitement en vie. Et donc là, j'ai questionné mon guide en fait en me disant, mais pourquoi vous m'avez dit, et il m'a dit, c'est pas moi qui t'ai dit, c'est toi-même. Tu as fait une association du son que tu as entendu dans la rue avec un crissement de pneus et un miaulement, et tu as fait une conclusion que c'était ton chat. Et quand il n'est pas revenu le matin, t'as associé les 2 événements et on pouvait rien faire en fait. Ah, c'est hyper intéressant. Mais il a fallu que j'en fasse l'expérience pour me dire, ah ok, d'accord, ça se passe comme ça. Eh oui, c'est hyper intéressant. Et donc la clairaudience, ok, elle est interne, elle est bien installée. À côté, tu as le clair ressenti, c'est ça? Oui. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas avant. Par exemple, le clair ressenti, je faisais pas trop attention à mes sensations physiques. Ça s'est beaucoup développé pendant l'hypnose, où là, finalement, j'ai pas vraiment à m'occuper de mon corps puisqu'il est en état endormi, on va dire. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment sentir plein de choses dans les cheveux, sur la peau, des touchés. Et après, ça s'est développé lors de contacts médiumniques où j'ai commencé à ressentir des douleurs pour me montrer par exemple comment ils étaient partis. Et puis après, il y a un code qui s'installe. Eh oui. Typiquement, si on me serre un peu la gorge, je comprends que c'est par exemple une pendaison. Mais j'ai pas la douleur très forte, hein, c'est juste une indication. Et une fois que j'ai compris, la douleur part. Ça veut dire que progressivement, le code, tu l'as installé, c'est-à-dire que tu as compris que quand tu avais telle douleur, ça voulait dire ça, quand tu avais telle sensation, ça voulait dire ça, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc le code du ressenti, ouais, c'est bien étoffé. Ok. Et il y a aussi des odeurs, c'est ça? Oui, la clairolfaction. Donc souvent on entend beaucoup des odeurs de tabac, de rose, mais avec le temps ça s'est diversifié. Je peux sentir un plat cuisiné assez précis, un parfum. On dirait que la clairolfaction s'est bien développée aussi. Ok. Vu là d'où je suis, moi, quand je rencontre des médiums qui font à la fois des contacts défunts et des guidances, j'ai la sensation que les contacts défunts, c'est beaucoup plus difficile à faire que les guidances. Est-ce que c'est ton avis? Et est-ce qu'avec le temps, les contacts défunts sont plus faciles maintenant? Alors, effectivement, je trouve que la discussion avec les guides sont plus faciles qu'avec un défunt, parce que le guide, il est dans une vibration plus élevée, il sait aussi quand il ne peut pas répondre,
quand on n'est pas censé avoir la réponse. Mais sinon, la plupart du temps, c'est assez fluide. Quand on fait un contact défunt, le défunt, lui, il est plus encore un tout petit peu dans ses vibrations terrestres, puisqu'il essaye de se mettre à notre niveau. Donc, je trouve plus compliqué. Il y a moins de fluidité, il y a plus de retenue, on a affaire à leur personnalité aussi, alors que le guide, en lui-même, en fait, est là pour communiquer des informations. Maintenant, les contacts médiumniques sont bien plus fluides. Comme je dis, comme les clairs se sont étoffés, au début, ça commence tout doucement, en fait, avec des phrases, et puis après, ça évolue, et on va me parler du passé, du présent, d'une situation qui s'est passée dans la voiture la veille, il va me dire avec qui il est, s'il y a des animaux, qu'il a retrouvés, comment ils sont partis. On fait le tour. Donc c'est beaucoup plus étoffé qu'au début. J'imagine que quand on débute en médiumnité, en tout cas quand on s'installe en tant que médium, on doit être plein de doutes au quotidien. Est-ce que au bout de 4 ans, tu as encore des doutes? Oui, j'en ai toujours. Parce que à chaque arrivée, par exemple, d'un rendez-vous, je sais que c'est une personne que je ne vais pas connaître, le consultant, que le défunt, je ne sais pas encore qui il sera. Donc j'ai toujours un doute. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'il sera bien là? Est-ce que mes vibrations sont suffisantes aujourd'hui? Qu'est-ce que la consultante attend de ce rendez-vous? Donc les doutes, oui, sont toujours là. Ça veut dire que quelque part, pour toi, ce sera toujours là, tu auras toujours ces doutes, ça fait partie de ton activité, quoi. Oui. Et je pense que le doute, il est sain. Parce que si je partais avant un rendez-vous en me disant « Oh, facile, un contact aujourd'hui, tranquille, de toute façon, voilà, je maîtrise le sujet », je sais pas, ça vibre pas, là. C'est un moment qui est spécial, c'est une intensité, il y a aussi une intention qui est posée au niveau de la personne qui vient consulter, c'est un moment quand même qui est sacré. Et je trouve que ce moment sacré, il se doit d'être respecté dans ce sens-là, en fait. Yeah. Est-ce que tu arrives, tu sais, on parle souvent dans les contacts défunts du détail qui tue. Ouais. Est-ce que toi, tu arrives maintenant et systématiquement, je dirais, à avoir ce détail qui tue? Je dirais à 90%. Et quand il y a les 10% où moi, je sens que j'ai pas eu le détail qui tue, je suis un petit peu déçue de moi-même. Et c'est souvent dans ces moments un peu de déception que le consultant va m'envoyer un message en me disant merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, ou ça m'a touché, et va m'apporter finalement lui le détail qui l'a marqué, alors que au moment du rendez-vous, moi je l'avais pas senti. Ah oui, d'accord. En fait, c'est lié à ta perception du détail, c'est-à-dire Oui. que peut-être qu'il y a quand même eu ce détail et que le consultant l'a reçu comme ça, mais toi, tu l'as pas perçu comme étant un détail qui tue, c'est ça? Exactement. Ouais. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qui est aujourd'hui pour toi encore quelque chose de complexe dans ce métier de médium? Ça va être l'attente des gens. Par exemple, il y a certaines personnes, après même un très beau contact, qui vont me demander à la fin est-ce que vous pouvez me dire comment il m'appelait de mon vivant, quel était le petit nom, la demande de preuve. Et ça reste une épreuve difficile pour moi parce que finalement c'est comme si le contact n'a pas suffi en lui-même. Donc quelle était l'attente de cette personne? Est-ce que c'était une preuve? Est-ce que je veux une preuve ou est-ce que je veux un message? Donc quand on est dans la demande de preuve, c'est là où moi je trouve que l'exercice est compliqué. C'est comme s'il faut convaincre, alors qu'à la base la demande elle n'est pas de convaincre, elle est d'obtenir un contact avec son défunt. Donc c'est là où j'explique au début, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas en fait. Pourquoi il ne répond pas à ma question précise, ou pourquoi il n'a pas parlé de telle personne. Ouais. C'est difficile. C'est vrai que ce qu'on n'a pas toujours en tête quand on n'est pas médium et qu'on n'est pas habitué à cet exercice-là, c'est que nos attentes, elles sont souvent assez différentes des attentes des défunts, et que les messages qu'ils veulent transmettre, eux, ils sont dépourvus d'ego. Oui. Donc quelque part, se faire identifier, c'est pas forcément quelque chose d'essentiel pour eux. C'est quelque chose qu'on a souvent, que l'on a souvent à faire en séance quand il y a des défunts qui se présentent, selon l'énergie qui est la leur. Et on en a eu ce matin 2 par exemple, parce qu'on a fait une séance ce matin. On en a eu deux avec une énergie très différente et puis avec surtout une jauge d'énergie très différente. C'est vrai. Et selon la vibration et donc la jauge d'énergie de chaque défunt, eux, ils vont mettre toute leur énergie à transmettre le message qui est le plus important pour eux. Et quelque part, se faire reconnaître avec des preuves très évidentes,
c'est presque secondaire pour eux, c'est presque annexe. Ce matin, donc on a eu l'exercice très précis, on a eu 2 défunts. Une première qui avait une énergie correcte, mais qui n'était pas forcément là pour donner des éléments très concrets pour se faire reconnaître. Donc il pouvait subsister un petit doute de qui était vraiment cette personne, en l'occurrence c'était une grand-mère. Et puis il y a eu ensuite un contact avec une amie de la consultante, qui était d'ailleurs un contact surprise parce qu'elle m'en avait pas du tout parlé pendant l'entretien. Et là, les preuves étaient, elle a donné des éléments hyper concrets jusqu'à des éléments dont on avait discuté pendant l'entretien, auxquels tu n'assistes pas, donc tu peux pas avoir ces informations-là. Et ça, c'était incroyable, quoi. Ouais, là c'est bluffant. Même pour moi qui à ce moment-là, je ne fais que retranscrire ce qu'elle me dit. Et quand vous derrière me dites mais c'est fou, on a parlé de ça pendant notre entretien préliminaire, même moi j'en reste bouche bée en fait. D'ailleurs, pour parler un peu de notre travail ensemble dans ces séances d'hypnose transpersonnelle, donc on a commencé ensemble il y a 3 ans maintenant, si j'ai pas de bêtises. Comment toi tu abordes aujourd'hui ces séances en tant que médium et comment tu les abordais à l'époque? Eh ben, à l'époque, je pense que je ne dormais pas avant une séance tellement j'avais peur. Et maintenant, je fais des nuits. Donc ça a beaucoup changé. Voilà, ça a beaucoup changé. Non, je suis un petit peu plus confiante. J'ai quand même moins peur avant une séance. Même si on se retrouve toujours dans un exercice difficile parce que, encore une fois, tu me mets dans une zone d'inconfort où je ne connais pas la personne et en plus tu me fais faire des contacts défunts à l'aveugle. Et oui, ça c'est plus difficile. Et oui, j'ai pas de photos, j'ai les yeux fermés et je vois pas vos réactions. Je peux pas vous lire à ce moment-là. Savoir je suis juste dans le faux si on est à côté. Je suis obligée de me fier absolument à ce que le défunt me dit et tout ce qui l'entoure en fait. Et du point de vue de mon accompagnement, ce que je remarque aussi, c'est que effectivement, je rappelle aux auditeurs que tu ne connais absolument pas la personne, tu connais son prénom, et que quand on démarre une séance, eh bien, tu vas nous donner des premiers éléments. Oui. Parce que ce qui se passe, c'est que il y a un premier entretien entre le consultant ou la consultante et moi, et tu n'assistes pas donc. Et pendant ce temps-là, toi, tu vas poser l'intention de te connecter à l'énergie du consultant. Et donc, tu vas obtenir quelques premiers éléments qui te sont donnés par le guide du consultant, qui te permettent un peu d'appréhender la personnalité de la personne, d'appréhender aussi sa mission de vie, des éléments parfois de ce qu'on appelle des bulles, c'est-à-dire des extraits d'autres vies. Enfin, tu vas récupérer tout un tas de détails assez percutants et que tu vas nous retranscrire tout de suite dès qu'on établit le contact, c'est-à-dire que dès que tu interviens dans la séance, avant même d'être sous état d'hypnose. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de stress, toi, du coup, de te dire, mais je pourrais complètement être à côté de la plaque? Pas à ce moment-là. C'est marrant, maintenant j'en prends conscience maintenant que tu le dis. Non, quand je suis dans cette méditation où je note un petit peu tout ce qui vient, non, c'est comme si j'ai fait connaissance avec la consultante ou le consultant. À ce moment-là, je me pose pas la question. Des fois, si je donne un détail précis, oui, j'ai un peu de mental qui me dit oh là 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 là. Ouais, ou sur les prénoms. Ou sur les prénoms, ouais. Ou sur, je sais pas, je sens une présence féminine qui a l'air d'être sa mère. Oh là là, si sa mère est en vie, quelle catastrophe. Ça veut dire débuter une séance en me plantant. On a vu avec le temps que c'est pas encore arrivé, et j'imagine que... Et on en a fait quelques-unes. Je remarque aussi que dans ces séances, du moins auparavant, c'était assez protocolaire même, dans le sens où on allait d'abord dans une vie, donc une ou plusieurs vies antérieures, et ensuite on allait aborder les questions avec le guide du consultant. Et j'ai la sensation que maintenant, c'est comme si on avait passé une étape où on va directement dans le vif, dans le cœur du sujet, et à la limite, s'il y a un blocage qui est en lien avec une vie antérieure, on va aller comprendre ce qui s'est joué dans cette vie antérieure, mais on ne va plus tout de suite dans la vie antérieure. Comment toi tu ressens ce changement? Qu'est-ce qui pour toi explique que maintenant on ait changé un peu de manière de travailler?
Certainement notre évolution personnelle, individuelle, et du coup le fait de travailler aussi ensemble, notre évolution commune. Je pense qu'on a peut-être c'était une sécurité de commencer comme ça dans une vie intérieure, mais ils ont compris que finalement on pouvait aller un peu plus droit au but et directement à l'essentiel. Et c'est vrai que ce glissement s'est passé assez naturellement. Ouais. Et ce qui est vrai, c'est aussi fort de notre expérience, et c'est pour ça que, et on va y revenir probablement après, mais tout ce développement de capacités extrasensorielles, c'est aussi et surtout une question d'entraînement, mais on s'aperçoit aussi qu'avec l'expérience, en fait, on arrive à presque communiquer en télépathie ensemble pendant une séance, c'est-à-dire que je sais où tu vas, tu as souvent les réponses à mes questions avant que je pose les questions. C'est assez d'ailleurs perturbant de le regarder avec le recul, parce que c'est tellement puissant que on a l'impression que c'est comme si on avait triché finalement. Oui, des fois tu me dis quelque chose et je te dis je sais, et des fois tu finis mes phrases parce que je suis en train de chercher ou je ne sais plus, et toi tu me dis j'ai compris, je sais, et tu me dis le mot. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Voire même des fois j'ai les images que tu peux avoir. Exactement. Ou parce que il faut savoir que dans ton code de réception, il y a des images qui viennent, et ces images, elles sont parfois difficiles à soit à interpréter, soit à retranscrire en mots. Et comme moi j'ai les mêmes images, eh bien ça va m'aider à quelque part à poser d'autres mots qui vont compléter tes perceptions. Oui, exactement. D'ailleurs, tout à l'heure on parlait de code, et c'est valable pour le ressenti, mais toi, dans ta clairvoyance interne, puisque tu es clairvoyante interne et non externe, on l'a compris, si j'ai bien compris, ça fonctionne avec des images ou des métaphores, en tout cas des images plus ou moins animées. Et ces images qui sont animées, elles font référence à des codes de notions associées, c'est ça? Oui. Par exemple, mon père ne va pas apprécier, mais quand des fois en plein contact, on peut me montrer mon père. Mais je sais que c'est pas lui. Je sais qu'on me montre une photo, une image de lui. Et là, je comprends qu'on a affaire à désolé papa, de l'alcoolisme, par exemple. Ça, c'est un code. On va me montrer, je sais pas, une canne. Alors au début, je croyais que c'était parce que la personne s'aidait d'une canne pour marcher. Non, j'ai compris que non. Cette personne est en soutien pour le consultant, ou le consultant était un grand soutien pour la personne qui est partie. Donc toute cette clairvoyance, toutes ces images, toutes ces métaphores, ça s'est vraiment étoffé avec le temps, et ça me permet d'aller plus vite, de comprendre plus vite en fait qui est le défunt, quelle est sa personnalité, quelle est sa couleur. Donc avec le développement de tes capacités et de ce que tu proposes aux personnes qui viennent te voir en dehors des séances, il y a de l'accompagnement qui est quelque chose d'assez nouveau, assez récent que tu proposes, et de l'accompagnement au développement des capacités extrasensorielles. Sur le principe que nous avons tous, absolument tous, des capacités extrasensorielles, des possibilités de les développer, même si tous n'avons pas une possibilité de devenir médium et d'en faire notre métier, ce sont deux choses différentes. Mais en tout cas, tous, on a cette possibilité, parce que quelque part, c'est notre manière dans l'invisible de communiquer, d'avoir ces perceptions. Est-ce que tu peux nous dire concrètement comment fonctionne cet accompagnement? Oui. Je propose déjà un premier entretien de 2 heures qui est gratuit. Et donc là, pendant 2 heures, on va discuter. Donc la personne va me raconter un petit peu sa vie, à partir de sa naissance, les relations un petit peu qu'elles ont eues et leur évolution jusqu'à leur âge actuel. Et tout ça, on va le mettre aussi en parallèle de est-ce qu'il s'est passé des choses dans votre enfance, il y a eu des rêves. En fait, je vais conduire cet entretien. C'est à toi. On va faire un peu le tour de la vie, on va dire finalement terrestre et spirituelle. Et après, je vais lui demander, on va faire le point sur les clairs. Quelles sont ses perceptions, clairaudience, clairvoyance, tous les clairs qui existent. Et après, je vais lui demander qu'est-ce qu'elle attend de ce rendez-vous, ou lui, qu'est-ce que la personne attend de ce rendez-vous. Et de là, en fait, va se profiler 3, 4, 5 thèmes, que des fois on peut regrouper en un. Et donc finalement, peu importe où en sont les capacités de la personne qui vient à ce moment-là. Moi, je pars de là, et après, on va essayer d'aller développer où
je sais pas, à peaufiner en fait, ou essayer de comprendre qu'est-ce qui peut bloquer, ou justement vers quoi il faut pousser un petit peu. Je vais accompagner dans ce sens-là, mais du coup ça va être vraiment personnalisé avec la personne avec qui j'ai cet premier entretien. Oui, il y a une notion de travail sur mesure, c'est ça? Oui. Et ça va aussi dépendre de l'alchimie. C'est pour ça qu'il y a ce premier rendez-vous de 2 heures. Est-ce que déjà ça prend bien entre nous? Est-ce que je corresponds aussi aux attentes de la personne qui vient nous voir? Et est-ce que moi aussi je sens qu'il y a, ça va bien se passer, j'accroche bien aussi avec la personne? Parce qu'après on va se voir un petit peu régulièrement. Oui, donc je comprends de ce que tu dis que finalement on n'a pas besoin d'avoir déjà enclenché un travail ou d'être déjà d'avoir 10 ans de développement de capacité, d'être déjà clairaudient ou clairsentient pour venir te voir et commencer ce travail. Non, exactement. Non, c'est tant qu'il y a une intention, on sent en fait qu'on est attiré dans ce domaine, où on veut mieux se comprendre. Là, on commence déjà l'accompagnement. Comment faire, comment commencer, comment mettre un cadre, que ne pas faire, pour essayer aussi de pas tomber dans des concepts ou de faire des choses qui sont propres à nos propres vibrations, de pas faire n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui. D'accord. Imaginons par exemple que je sois quelqu'un qui souhaite développer ma clairaudience, non, on va dire pas clairvoyance, allez tiens, Okay. Et que j'ai aucune base. Qu'est-ce que tu proposes? Comment ça s'articule justement? Ça peut s'articuler une séance ou des exercices que tu vas me faire travailler. Oui. Déjà, je vais essayer de comprendre. Je vais te poser la question de pourquoi tu veux développer ta clairvoyance. Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quel est le but? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Et en fait, à partir du moment où tu vas me donner ta réponse, et le guide va accompagner ta réponse et je vais comprendre dans quel sens il faut partir. D'accord, t'as les sous-titres. J'ai les sous-titres, c'est ça. Donc le guide va te dire, est-ce que le guide peut te dire non mais laisse tomber, il sait pas pour les bonnes raisons. Et oui, c'est là tout le but de cette question-là. Ah ouais. Oui, oui. D'accord. Mettons que ce soit pour les bonnes raisons. D'accord. Admettons que ce soit pour les bonnes raisons. Et on va aller travailler la clairvoyance avec des exercices, avec déjà une méthode. Comment faire? Donc il y a plein de techniques différentes parce que toutes les techniques ne peuvent pas fonctionner avec tout le monde. Moi je vais parler des miennes, mais je vais aller aussi rechercher d'autres techniques que mes collègues ont essayé. Et après cette personne va prendre toutes ces techniques et va les essayer. Et va prendre celles qui fonctionnent le mieux ou en faire peut-être plusieurs. Ça veut dire que dans le côté personnalisé de cet accompagnement, toi tu vas aussi obtenir des infos de cette technique elle lui conviendrait mieux que telle autre, donc pousse plutôt cet exercice-là ou Non, au début je vais vraiment laisser le libre arbitre. D'accord. Je vais vraiment parler de moi, ce que j'ai essayé, comment ça fonctionnait pour moi, mais voilà ce qui existe et qui a très bien fonctionné pour d'autres personnes. Donc prenez-vous dans toutes ces techniques, qu'est-ce qui vibre avec vous? Parce que par exemple, des personnes on va dire voilà, la méditation est un très bon exercice. Mais si la méditation en soi c'est quelque chose de ennuyeux, qu'on n'a pas envie de faire, j'ai pas envie que la personne elle se force à méditer pour ouvrir sa clairvoyance alors qu'à la base elle n'y prend pas de plaisir. Bien sûr. Typiquement. Oui, c'est ça, d'accord. Est-ce que il y a des possibilités d'échec? En gros, est-ce que malgré de la bonne volonté, une bonne intention, le fait de suivre et de réaliser ces exercices, je peux ne pas ouvrir quoi que ce soit? J'ai pas eu l'expérience au niveau d'une non-ouverture de clair. Par contre, j'ai pu avoir une fois l'expérience où la personne était très intéressée par du contact médiumnique. Donc j'ai expliqué comment je faisais ou comment ça se passait. Et finalement, quand il s'est passé au moment de l'exercice, la personne d'elle-même m'a dit j'ai pas pris de plaisir en fait. Ah oui. J'ai pas aimé faire ça. Et finalement, après avoir fait cet accompagnement sur le contact médiumnique, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire et c'est pas quelque chose que j'ai envie de proposer plus tard. Donc ça a affiné finalement et ça l'a dirigée vers vraiment ce qu'elle voulait faire. Ok, ça veut dire que on a peut-être des idées préconçues de ce qu'on souhaiterait développer parce qu'on les idéalise. Oui. Un peu comme qu'on peut idéaliser ce que c'est que la connexion au plan subtil d'un ou d'une médium. Et au fil de l'exercice ou des exercices, on va se rendre compte que voilà, ce qui nous attirait, c'est en fait autre chose, c'est ça? C'est ça. C'était toujours dans le domaine spirituel,
par exemple pour cette personne, mais pas le contact médiumnique. Elle canalisait d'autres énergies. Et du coup, avec le recul qu'elle tient maintenant, quels sont les principaux freins que peuvent avoir les personnes pour justement développer leur perception? Ça va être la confiance en soi. Il y a vraiment l'acceptation au début de se dire ce ne sont pas les autres qui sont. On a toujours tendance à dire l'autre est médium, moi je ne suis pas. Donc déjà on va réintégrer, on va effacer cette phrase et on va réintégrer l'acceptation de qui tu es en fait. Qui tu es et ce dont tu es capable. Donc on va reprogrammer un peu l'ordinateur déjà. D'accord. Donc en clair, voilà le côté syndrome de l'imposteur, quoi, c'est ça. C'est-à-dire que moi je suis pas. Ouais, je ne suis pas. La légitimité, ouais, on va aborder tous ces thèmes. J'imagine que aussi dans l'histoire des clairs, et notamment sur tout ce qui est externe, c'est-à-dire clairaudience, entendre des voix, et clairvoyance, voir donc à l'extérieur, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de peur de ce qu'on peut voir ou de ce qu'on va entendre. Oui, je pense que s'il y a de la peur, peut-être pour certaines personnes, du coup, il n'est pas juste de voir ou d'entendre à l'extérieur. Parce que du coup, s'il y a de la peur, on crée finalement un frein, parce qu'on n'a plus envie de voir, on n'a plus envie d'entendre. Donc ça peut être une source de blocage. Et je pense que les guides sont assez justes dans ce domaine. On voit à l'intérieur, on entend à l'intérieur, il y a moins de peur qui est associée. Oui. Et par exemple, toi, tu nous confiais en début d'entretien que cette clairvoyance externe que tu souhaites, pour l'instant, tu l'attends toujours. Oui. Est-ce que tu sais ce qui fait que ça vient pas pour l'instant? Non, je ne sais pas. Si tu peux toi poser la question à ton guide. Non, je sais pas. Est-ce que finalement, parce que j'ai beau en parler et le demander et supplier, est-ce que vraiment, finalement, j'aurais pas peur si un jour je voyais vraiment quelque chose de net? Peut-être que j'aurais peur finalement et que j'ose pas me l'avouer. Mais en vrai, mon mental il dit qu'on n'aurait pas peur. Hein. Et sur la clairaudience externe, tu en as fait un peu l'expérience? Oui, comment ça? Ça va être souvent à l'endormissement ou au réveil. Ça peut être une faible musique alors qu'il n'y a absolument aucun son. Des petites voix mais assez loin, chuchotement. Donc pour l'instant, externe, je dirais que c'est en approche. Une fois j'ai entendu une phrase clairement. Ok, d'accord. Donc en cours de développement, quoi. En cours, oui. Ok. Il y a une question que je t'ai pas posée sur l'accompagnement, et je pense que les auditeurs, c'est quelque chose qui les intéresse. Concrètement, ça coûte combien un accompagnement? Donc premier rendez-vous gratuit, puisque comme ça laisse aussi le libre arbitre à la personne de ne pas commencer le projet. Et après, c'est pour 2 heures, c'est 100 €. D'accord. Et après, ça va dépendre des personnes. Des fois, un rendez-vous, c'est suffisant, parce que vraiment la personne, elle veut aller aborder un thème, un accompagnement sur quelque chose de très précis. Et puis sinon, c'est 3, 4, et puis après, ça évolue. Des fois, on regroupe 2 thèmes en un. Des fois, c'est l'inverse, il y a finalement des questions qui ont découlé de ce rendez-vous. Et puis l'avantage, c'est que comme c'est personnalisé, on voit ensemble à quel rythme. Est-ce que c'est tous les mois, tous les 15 jours, tous les 6 mois? Je m'adapte. Est-ce que tu as des exemples marquants de personnes qui sont venues te voir et qui, après cet accompagnement, ont vraiment pu développer très nettement leur capacité? Mais oui. Je dirais presque chacune d'entre elles. Il y en a déjà 3 qui sont en activité. Ah oui. Ouais. Mais en fait, à partir du moment où on est en confiance avec quelqu'un et que les personnes se lâchent, en fait, et se disent ok, c'est vrai que je capte. Et puis elles vont faire un exercice et je vais leur dire mais c'est ça en fait, t'es dedans, c'est un plein dans le mille. Oui, ton ressenti il est juste, oui, ton contact il est juste. Je vais utiliser des choses à moi, des objets ou des défunts ou des personnes en vie. Et quand c'est dans le mille, mais la personne se dit mais ça y est, mais c'est ça en fait, ok, donc je suis. Donc après ça donne des ailes. Et on se dit oui, ok, j'en suis capable. Oui, donc finalement, j'ai la sensation que c'est un gros travail sur la confiance, c'est-à-dire que le principal travail que tu fais avec ces personnes, c'est leur donner confiance dans ce qu'ils percevaient déjà, mais peut-être qu'ils n'osaient pas valider. Oui. C'est ça? C'est ça. Et puis il y a aussi le confort où je leur dis si vous vous trompez, c'est pas grave. Trompez-vous avec moi, on est là pour ça. Au moins il n'y a pas de danger, il n'y a aucun impact.
Donc autorisez-vous à vous tromper. Et vu qu'on va s'autoriser à se dire, bon bah, de toute façon, si je me trompe, c'est pas grave, en fait, on se trompe pas. Parce qu'il n'y a pas de mental. Voilà. Ok, super intéressant. J'aimerais en revenir à toi et à ton parcours de médiumnité, quelque part 4 ans après avoir peut-être lancé, et je rappelle pour les personnes qui n'ont pas forcément écouté le premier épisode que au contraire de certains médiums qui ont été médiums toute leur vie, toi c'est arrivé vraiment sur le tard, il y a 5 ou 6 ans je crois. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier aujourd'hui? Il faudrait choisir, j'ai envie de dire tout. Tout me plaît. Je pense que c'est quelque chose que tu partages, mais quand tu te lèves le matin et que tu dis waouh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quand tu fais vraiment quelque chose qui est épanouissant, où tu es dans l'échange avec les gens, tu es dans le partage, on va partager aussi avec le subtil, tout prend sens en fait. Donc qu'est-ce que je préfère? Je préfère tout. Tout. J'adore. Qu'est-ce qui, au contraire, pour le coup, est le plus difficile? Allez, je vais quand même... qu'est-ce qui reste le plus difficile? Un contact médiumnique pour un enfant qui est parti. Allez, ça reste difficile. D'accord, parce que ça vient de chercher dans ton parcours, c'est ça? C'est ça. Donc ça, j'ai... Tu en fais aujourd'hui ou... J'en fais aujourd'hui. Ouais, j'en faisais pas avant parce que ça me touchait trop personnellement et pour moi c'était pas possible de faire un contact et d'avoir la maman en face ou le papa. Et puis maintenant, je me suis sentie prête et pas de hasard. J'ai pu faire l'expérience en fait de faire un contact défunt avec un enfant. Une dernière question qui est pour le coup assez pratique. Est-ce que c'est simple de vivre du métier de médium? Au début, elle est un peu plus compliquée, le temps que tout s'installe et que ça s'harmonise un petit peu. Mais là, ça fait presque 3 ans, j'en vis totalement. Ok. Et si tu avais un conseil à donner, soit aux personnes qui sont encore dans l'hésitation de se lancer et qui sont elles-mêmes médiums, soit aux personnes qui désespèrent un peu parce que elles n'arrivent pas pour le moment à en vivre, quel serait-il? J'ai toujours ça en moi, c'est-à-dire qu'au début peut-être c'est un peu compliqué, mais s'il est juste, si là-haut ils se sont dit il est juste qu'elle continue et qu'elle continue à donner des messages, on a besoin d'elle, on a besoin de cette énergie, on me corrige en disant on a besoin d'eux, oui les hommes aussi, il faut vraiment qu'elle garde confiance et qu'elle continue. C'est aléatoire, oui, des fois on a peu de demandes et puis d'un coup on en a beaucoup, il faut juste faire confiance au processus. Si la personne c'est juste qu'elle fasse ça, qu'elles s'accrochent parce que elles vont pouvoir en vivre pleinement. Oui, on revient à une notion dont on parle souvent et qui est assez difficile à appréhender, c'est la foi. La foi dans le fait que si c'est dans nos tripes, si c'est quelque chose qui nous appelle du plus profond de nous, c'est que il y a quelque chose à en faire. Et après, c'est de garder cette foi même dans les moments qui peuvent paraître un petit peu plus compliqués ou les moments où on a l'impression que ça avance pas, parce qu'il y a un processus qui est en marche, et c'est de mettre toute son énergie à pouvoir aller à faire en sorte que tout ça finisse par porter ses fruits, quoi. C'est ça. Oui. Virginie, un dernier mot. Je t'avais déjà posé cette question la dernière fois, mais je te la repose cette fois-ci pour les personnes qui souhaiteraient savoir s'il y a des sources ou des influences que tu aimes avoir dans ce milieu-là, ou soit des livres, soit des auteurs, soit des gens qui font la même chose que toi. Est-ce que tu peux nous partager? Oui, la première personne qui est très importante pour moi, c'est Reynald Rossel, parce que ça a été vraiment la première personne que j'ai vue en vrai faire un contact médiumnique en salle. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ça se passe comme ça. Un peu comme une petite fille qui regarde un métier et qui se dit, ah mais... Ou je sais pas, une personnalité, on se dit, ah, c'est ça que je veux être. Il m'a vraiment montré, en fait, qu'est-ce que c'était
enfin pas à moi, hein, à toute la salle du coup, qu'est-ce que c'était le fait d'être médium, qu'est-ce que ça apportait aux gens qui étaient présents. Ouais, j'étais complètement bluffée. Et la deuxième personne, donc je connais pas personnellement, je l'ai jamais vu, mais je lis ses ouvrages et je le suis un petit peu, c'est Alain-Joseph Bellet, qui est pour moi d'une précision incroyable. Eh bien, merci à toi Virginie, j'essaierai d'avoir Reynald Roussel prochainement, je vais lui faire la demande. Et en attendant, je te remercie pour ce deuxième entretien et merci à vous tous, comme d'habitude, chers auditeurs, pour votre écoute fidèle. Merci à toi et vous.